Merci pour la petite introduction. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Romain Richard. Donc, je suis ingénieur agro, chef produit chez Corteva. Alors, pour faire comme mon prédécesseur, je vais vous faire intervenir. Qui connaît dans la salle Corteva, la société Corteva? Un petit peu, ok. Qui connaît Kestar, fongicide? Personne. Qui connaît Zorvec? Un peu plus. Et qui connaît Utrisha N? Quelques-uns aussi. Bon, je suis justement là pour vous parler d'Utrisha N. Vous connaissez Corteva un petit peu sur la partie des produits de protection des plantes, les phytos. On travaille aussi sur le volet de la nutrition, c'est-à-dire à chercher des solutions innovantes. On n'est pas des vendeurs d'engrais, on ne vendra pas de l'ammonitrate, on ne vendra pas de l'urée, en tout cas pas pour le moment. Mais en tout cas, on cherche des solutions pour essayer d'améliorer l'efficience de l'azote en particulier, parce que l'azote a un coût aujourd'hui et qu'il faut l'utiliser avec, certes parcimonie, mais en le valorisant au mieux. C'est la petite zapette. Ouais. Voilà, donc on est ici effectivement pour parler de la solution Utrisha N. Vous voyez ici le petit logo, ça vous évoque... comme le dit le titre, la nouvelle source d'azote complémentaire. Donc on va parler d'azote et d'un produit qui permet de fixer de l'azote, en l'occurrence de l'azote de l'air, qui n'est pas directement accessible pour les plantes. Mais avant de rentrer dans le sujet produit, quelques éléments de contexte qui est important de mettre en perspective. On est dans un contexte assez particulier qui va aussi boucler par rapport à la journée. Donc la première chose, c'est la conjecture azote. Vous connaissez les prix, l'azote est cher et surtout fluctue énormément. Donc il faut trouver des solutions pour limiter l'exposition à cette volatilité-là. Ensuite, il y a l'attente des filières et le marché du certificat carbone qui est un vecteur intéressant et qui vous place en tant qu'acteur. Et il y a la réglementation sur les intrants azotés qui est aussi en toile de fond, c'est-à-dire que globalement, on est plutôt sur une dynamique où les plans européens et nationaux en France cherchent à limiter ou faire mieux utiliser tout du moins la ressource en engrais azotés. Et ça, c'est un élément aussi à avoir en tête. Donc c'est pour toutes ces raisons en particulier que Corteva s'est mis depuis 3-4 ans maintenant à rechercher, à travailler des solutions sur ce volet de la nutrition azotée et qui ont abouti justement au lancement l'année dernière de la solution Utrisha N. Alors si on revient sur la conjecture, alors je ne suis pas un expert en marché azote, je vous ai mis ici quelques éléments quand même qui sont globalement connus de tous, mais qu'il est bon de rappeler. La première chose, c'est que vous voyez ici la courbe du prix de l'azote, qui est particulièrement d'une part élevée, mais surtout très fluctuante. Souvent d'un trimestre à l'autre, ça peut bouger du simple au double. Et on a globalement un prix de l'azote qui a été multiplié par 2 ou par 3. Donc c'est évidemment une conséquence économique pour l'exploitation. Et donc ça oblige justement à gérer son appro et gérer ses formes d'azote peut-être un petit peu différemment que ce que vous faisiez habituellement. Donc d'où l'intérêt aussi de réfléchir à d'autres solutions à côté de ça. Et un élément aussi nouveau, c'est la mise en place d'une taxe carbone au niveau des frontières de l'Europe pour justement gérer les problèmes de concurrence entre pays européens sur l'azote, qui va avoir comme conséquence aussi de tenir parfois les prix relativement élevés. Donc ça, c'est le contexte que vous connaissez, mais qui est celui dans lequel on est, c'est-à-dire forte fluctuation et prix élevés. Deuxième élément, c'est la réglementation sur les intrants azotés. Vous savez qu'au niveau de l'Europe, il y a un plan, vous avez entendu parler, qui s'appelle Farm to Fork, qui vise à échéance 2030 à réduire de 20% l'utilisation des engrais azotés. Ça, c'est une toile de fond européenne. Après, chaque pays européen va chercher à adapter plus ou moins. Vous avez un cas concret que j'ai mis ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est les Pays-Bas, qui ne sont pas très loin, et qui ont mis en place un plan de réduction de l'azote de 50%, c'est-à-dire qu'ils visent une réduction de 50% des utilisations d'engrais azotés, ce qui est relativement ambitieux, ce qui a donné lieu à des manifestations, mais qui est un exemple de certains pays qui engagent encore plus que d'autres une stratégie de transition sur d'autres formes d'engrais et réduire l'ammonitrate en particulier. En France, globalement, on n'en est pas là. C'est-à-dire que l'État français n'a pas
annoncé, en tout cas pour le moment, une réduction de 50% des intrants azotés, mais on sent qu'il y a une pression qui existe derrière. Et il y a une nouvelle directive nitrate notamment qui va bientôt arriver, qui va notamment aussi continuer d'étendre les zones vulnérables, ces fameuses zones dans lesquelles vous avez une réglementation particulière sur le fractionnement, sur les doses d'apport d'organique et sur le plafonnement de certaines doses. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez que globalement la réglementation est aussi frontalière dans les pays frontaliers, pousse à raisonner au mieux, au plus près des besoins de la plante, les apports d'azote. Et enfin, et c'est le contexte aussi un petit peu de la journée, il y a une attente des filières. Il y a une attente également donc sur les stratégies bas carbone, c'est-à-dire de générer des certificats et vous passez en tant qu'agriculteur acteur de la création de ces certificats, parce que la fertilisation, on l'a vu, est un poste important sur l'émission carbone. Je vous rappelle 2 éléments importants. Le programme PREPA qui vise à réduire de 15% les émissions de protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote, on l'a vu, c'est la fertilisation qui en est un gros contributeur. Je cite également des démarches comme celle d'Oléos sur les colzas, les oléoprotéagineux, qui visent à mettre en place certains cahiers des charges aussi pour valoriser vos pratiques vertueuses pour réduire la partie fertilisant azoté. Donc il existe déjà des choses et il y en a qui continuent de se mettre en place pour faire évoluer vos pratiques de fertilisation azotée. Voilà, donc pour entrer dans le concret maintenant en termes de solutions, puisqu'on est là pour parler solutions, je vous ai mis ici finalement les leviers aujourd'hui qui existent dans la fertilisation azotée. Alors il y a ceux que vous connaissez évidemment, fertilisation minérale, donc on pousse aujourd'hui à fractionner, à apporter l'azote au meilleur moment pour l'utiliser au mieux. Il y a la fertilisation organique. On a une ressource organique qu'il faut qu'on exploite le plus possible pour justement utiliser les unités qu'il y a dans l'organique au mieux. Il y a les pratiques agronomiques, l'intégration de légumineuses dans la rotation, même l'intégration de légumineuses en couvert pour apporter de l'azote à la culture. Tout ça, c'est des solutions qui permettent de limiter l'exposition au prix de l'azote et aux indisponibilités d'azote. Fonctionnement des sols, un sol vivant, un sol fonctionnel, c'est un sol qui minéralise bien, donc qui apporte de l'azote à la culture. C'est aussi un moyen de limiter votre dépendance aux engrais minéraux. Et enfin, il y a un dernier point qui est nouveau pour vous, je pense que vous en avez un peu entendu parler, c'est la fixation symbiotique, c'est-à-dire l'idée d'utiliser des bactéries qui ont la vocation de transformer l'azote de l'air en azote assimilable par la plante. C'est-à-dire c'est ce que font, pour certains d'entre vous qui ont l'information, les légumineuses. Les légumineuses dans le sol travaillent avec des bactéries qui font ce transfert d'azote N2, l'azote de l'air, en NH4+, en ammonium, qui est une forme utilisable pour l'azote. Et l'idée, c'est de travailler, sélectionner des bactéries qui vont aussi être capables de faire ce mécanisme-là, non pas pour des légumineuses, mais pour des céréales, pour du maïs, pour des pommes de terre, pour d'autres grandes cultures que les légumineuses. Vous verrez que ça a un potentiel limité, mais ça a un potentiel de fertilisation qu'on considère dans l'arsenal des solutions à disposition. Donc Corteva travaille activement sur ce levier-là. On est l'une des premières, si ce n'est la première société à proposer ce type de solution sur la colonisation foliaire, sur la colonisation de la plante entière et non pas du sol. Et on a fait aujourd'hui une part importante du marché français, puisqu'on a à peu près 200 000 hectares en France qui ont été couverts en première année avec cette solution-là, preuve de la confiance de l'intérêt de la solution. Donc la solution, c'est Utrichène, je l'ai dit en introduction. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce produit ? Qu'est-ce que c'est que cette bactérie ? Puisque c'est une bactérie, en l'occurrence, Methylobacterium symbioticum. Alors, vous retiendrez probablement Methylobacterium, au moins peut-être. Mais c'est une bactérie qui est une bactérie rosâtre, mais en tout cas, vous ne le voyez pas dans la formulation, puisque c'est une formulation poudre, WP. Donc ça se présente sous la forme de petits sachets comme vous avez ici. Et vous avez un sachet dans lequel vous avez 1 kg de produit, sachant que la dose c'est 333 grammes hectare et que globalement 333 grammes hectare vous apporte un potentiel de fixation d'azote de l'ordre de 30 unités. Ça varie en fonction des cultures, mais vous avez un concentré finalement d'azote sur un petit volume de produit, et c'est vraiment là qu'est l'intérêt de la solution. C'est un produit technique, vous le verrez,
mais c'est l'intérêt de la solution justement d'apporter de l'azote via une bactérie, et via une bactérie surtout concentrée, donc sur un petit volume. Alors pourquoi on est sur une poudre? C'est qu'en fait, la bactérie, entre le moment où on l'a produit à l'usine, on l'a fait se multiplier, et le moment où vous l'appliquez dans le champ, il faut qu'elle survive. Et si on la laissait en solution dans un bidon, la durée de vie de la bactérie serait beaucoup plus limitée. C'est-à-dire qu'une bactérie en solution, c'est 6 à 9 mois de durée de vie. Donc pour les contraintes de stockage, de durée, etc., au niveau en distributeur et vous en ferme, on est parti sur un produit en poudre justement pour donner un pas de conservation de l'ordre de 2 ans. Pendant ces 2 années-là, la formulation, la bactérie est encapsulée. Dès que vous la remettez en solution dans le pulvérisateur, elle se réactive et après, on verra, elle colonise la plante entière. Donc ça, c'est un point important de la formulation, sachant qu'effectivement, je vous le disais, c'est une bactérie qui colonise la plante, donc c'est une application pulvérisation foliaire. On ne vise pas le sol, on vise la plante. Le mécanisme, pour faire simple, en 3 étapes. Première étape, donc, alors, évidemment, il y a l'étape préparation du pulvérisateur, hein, c'est évident, mais première étape, c'est une fois qu'on a réalisé la pulvérisation dans les conditions adéquates, la bactérie rentre dans les feuilles au travers des stomates. Les stomates, c'est les petits organes qui permettent à la plante de respirer. Elle rentre par ces stomates-là. Et dans un deuxième temps, la bactérie va coloniser l'ensemble des tissus de la plante. En fait, la bactérie va chercher du carbone qui est produit par la plante, et donc elle va se multiplier dans l'ensemble de la plante. Et une fois que la bactérie est installée, comme on dit qu'elle a colonisé la plante, c'est là que, entre guillemets, la magie s'opère, c'est-à-dire qu'elle a une enzyme qui est bien spécifique à cette bactérie-là, qui permet de transformer l'azote de l'air, le N2, vous en avez à peu près 75% dans l'atmosphère. Le problème, c'est que les plantes ne savent pas l'utiliser, cet azote-là. Donc la bactérie fait ce transfert entre le N2 et le NH4+, qui est pour le coup une forme d'azote directement assimilable par la plante. Donc c'est là qu'est l'intérêt de la solution, c'est de faire cette passerelle entre une forme non disponible pour la plante et une forme disponible pour la plante. Alors, il y a des règles importantes, je vous disais, c'est un produit technique. Quand je vous parle de 30 unités d'azote, ce n'est pas 30 unités d'azote ammonitrate, solution azotée, urée. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'unité directement disponible. Ces 30 unités vont être fixées tout au long du cycle de la culture, à mesure que la bactérie se multiplie au cours du cycle végétatif de la plante. Ce n'est pas un azote qui va vous procurer un effet réactif, un effet vert d'emblée. C'est une colonisation et multiplication tout au long du cycle de la culture. Ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point important, c'est que c'est un produit vivant. La bactérie, il faut qu'elle se multiplie dans la plante. Et pour qu'elle se multiplie dans la plante, il y a 2 règles hyper importantes. La première, qui est assez logique, c'est d'appliquer en période d'ouverture maximale des stomates. Alors, on ne sait pas forcément tous d'emblée quand est-ce que les stomates sont ouvertes sur une plante, mais globalement, c'est le matin. C'est-à-dire quand les premiers rayons du matin jusqu'à midi, globalement, on a une ouverture maximale des stomates. Donc c'est là qu'on va viser l'application du produit, parce que c'est à ce moment-là que les bactéries vont rentrer dans la plante. Si on applique la nuit, ou si on applique en plein cagnard ou par stress hydrique, les stomates sont fermés, la bactérie ne rentre pas et le produit n'est pas valorisé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un produit technique, c'est qu'il y a des plages d'application identifiées déjà pour que la bactérie rentre à l'intérieur de la plante. Deuxième étape, c'est que la plante doit être en croissance et en activité photosynthétique. Pourquoi? Parce que la bactérie, elle ne colonise pas la plante comme ça pour rien. Elle vient chercher du carbone. Et le carbone, il est produit par la photosynthèse. C'est pour ça qu'on cherche à avoir une plante qui est en bonne santé d'une part, et surtout qui est en action de croître. Donc voilà, c'est les 2 règles clés à retenir. C'est l'application matinale pour avoir les stomates ouvertes et l'appliquer en période de croissance active. Je rajouterai une 3e règle qui n'est pas citée ici, c'est la température. La bactérie ne gèle pas une fois qu'elle a colonisé, mais ce qu'on demande dans les applications, c'est de ne pas appliquer le jour d'un gel ou dans les 3 jours qui suivent une gelée, de manière à éviter de stresser trop la plante, qui peut risquer justement de limiter la colonisation. Donc vous voyez que ces quelques règles-là, elles peuvent paraître parfois un petit peu délicates à suivre, mais on a mis en place, via donc la distribution agricole, un outil qui est très simple, qui s'appelle un outil de top traitement,
où en gros, pour une localisation géographique donnée, en fonction des prévisions météo, on vous donne des fenêtres dans lesquelles on intègre les prévisions de température, les prévisions d'hygrométrie, les prévisions de gel, plus ou moins de précision près, pour vous donner justement et vous aiguiller sur les conditions qui vont permettre à la bactérie de bien rentrer dans la plante. Et une fois que la bactérie a colonisé, que la plante est colonisée, je dirais c'est gagné, la fixation d'azote s'installe et vous avez votre sécurité, je dirais, de 30 unités, en tout cas pour le cas des céréales, qui est disponible pour la culture. Donc si on résume les points clés du produit, c'est, première chose, une innovation, c'est une nouvelle source d'azote pour la plante. C'est-à-dire qu'on va chercher une autre forme d'azote nouvelle pour la plante par la fixation symbiotique grâce à la bactérie. Vous le verrez, on a défini un potentiel d'unités fertilisantes pour la culture et par culture, parce que la bactérie colonise différemment les cultures et on ne peut pas appliquer une règle immuable pour chacune des cultures. Deuxième point important, c'est de l'azote disponible tout au long du cycle. L'idée, c'est justement que la bactérie aussi soit là, en sécurité, sur les périodes où la valorisation de l'azote va être moins bonne, où il y a un problème de disponibilité, voilà, pour vous sécuriser sur votre stratégie de fertilisation azotée. Un point important également par rapport au programme de gestion de l'azote, c'est que cette source d'azote dont je vous parle n'est pas comptabilisée dans le plan de fumure azotée. C'est-à-dire que c'est un bonus de fertilisation qui est certes effectivement limité, mais c'est un bonus de fertilisation qui peut être utilisé soit pour une stratégie de déplafonnement, ou soit pour une stratégie d'azote limitant quand vous avez des contraintes particulières sur la fertilisation azotée, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et donc finalement, ça permet de sécuriser les besoins en azote de votre exploitation. Donc effectivement, je vous parlais de potentiel de fixation. Comment on détermine que sur blé, on a un potentiel de 30 unités? Comment on détermine que sur colza, on a un potentiel de 25 unités? On met en place des essais dans lesquels on met la plante en situation limitante d'azote, c'est-à-dire qu'on réduit la fertilisation de 40, 60, 80, 100, etc. On fait des paliers et on regarde à partir de quel moment ça décroche, à partir de quel moment le rendement est en dessous du témoin, auquel cas le produit n'a pas réussi à compenser la compensation d'azote. Et donc, par ce travail-là sur les différentes cultures, on a mis en place cette petite grille qui permet de déterminer par culture quel potentiel de fixation azotée vous pouvez aller chercher quand la colonisation de la bactérie a été faite. Donc 25 unités sur colza, 30 unités sur céréales à paille, 40 unités sur pommes de terre et 45 unités sur maïs. Donc vous voyez qu'effectivement ça varie un petit peu selon les cultures parce que la biomasse, la colonisation de la bactérie est différente, mais on est dans cette enveloppe des 30 unités en moyenne selon ces cultures-là, et on continue le travail sur d'autres cultures comme la betterave ou d'autres cultures spécialisées aussi comme la vigne. Donc le travail est en cours, mais voilà déjà la première approche de ce qui existe. Alors concrètement, finalement, comment utiliser cet azote? Comment utiliser cet azote? Vous voyez, c'est un azote qui est limité. Demain, on ne va pas fertiliser en totalité les cultures grâce à des bactéries. C'est un potentiel, c'est un bonus. Et il y a deux possibilités aujourd'hui, en tout cas nous, deux recommandations qu'on vous donne sur la manière de l'utiliser. C'est une stratégie de déplafonnement, une azote bonus, donc on peut aller chercher des gains de productivité grâce à cet azote supplémentaire, ou une stratégie de sécuriser le rendement dans un contexte limitant, limitant par la disponibilité de l'azote, limitant par le prix de l'azote, par les problèmes d'efficience. Quand vous apportez de l'azote courant montaison sur blé et qu'il n'y a pas de pluviométrie pendant un mois, vous avez un niveau de valorisation sur cette période-là qui est très faible. Donc c'est une sécurité pour accompagner ces périodes-là. Mais dans les deux cas, voilà, vous avez deux situations, soit en gain de productivité ou soit maintien du rendement dans un contexte de production limité par une contrainte en lien avec l'azote, en l'occurrence. Et donc pour boucler par rapport à la journée, on parlait de certificat carbone. Donc on s'est amusé à... on a travaillé à calculer quel était finalement dans cet objectif de rémunération de carbone, de stratégie de réduction des intrants azotés, qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher comme certificat carbone quand on utilisait un Nutri-Chain sur une exploitation. Et on s'est mis dans deux scénarios.
Un scénario de déplafonnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit la fertilisation azotée. L'idée, c'était d'utiliser Nutrichen pour aller chercher plus de rendement. Donc on a regardé dans ces situations-là qu'est-ce qu'on allait chercher comme certificat carbone, et une stratégie de substitution où là, pour le coup, on a réduit volontairement la fertilisation azotée, et donc de ce fait, on a regardé là aussi qu'est-ce qu'on allait chercher comme crédit, comme certificat carbone. On l'a testé sur différentes cultures, différentes régions, pour avoir des types de sols, pour avoir des itinéraires de référence différents. Et pour arriver dans le concret, on a étudié on a utilisé la méthode bas carbone. Et donc là, j'ai pris la référence d'un colza, alors sur un secteur qui est la Somme, qui n'est pas exactement le vôtre, mais qui est, en tout cas d'un point de vue pédoclimatique, le plus proche, avec un itinéraire de référence, qui est un itinéraire de référence avec, pour un colza d'hiver, un levier qui existe aujourd'hui, qui est les légumineuses. Vous savez que quand on introduit des légumineuses, on peut recommander de réduire de 30 unités la fertilisation. Donc ça rapporte 1,61 certificat carbone par hectare. Je vous disais tout à l'heure, le prix du certificat peut, alors je ne suis pas un expert, mais peut osciller entre 30 et 60 euros de l'hectare. Donc ça vous permet de vous donner une échelle. Et on a également intégré finalement Nutrichen, soit en complément des légumineuses, donc on n'a pas modulé la fertilisation, ou soit en réduction de 25 unités. Et donc ce que l'on voit, c'est que la solution Nutrichen a permis sur ces deux cas de figure d'aller chercher entre 0,34 et 0,54 crédits, certificats carbone, à l'hectare en plus. Donc demain, si cette solution-là est intégrée dans un cahier des charges qui prend cette solution-là, peut vous permettre d'aller chercher justement une valorisation supplémentaire de l'itinéraire technique de référence. Voilà. Donc ça, c'est deuxième volet, je dirais, du produit, d'essayer de trouver aussi des moyens de rentabiliser vos changements de pratique. Et pour conclure, dans les éléments clés à retenir de ma présentation et du produit Nutrichen, déjà, c'est que c'est une innovation, c'est-à-dire que c'est probablement une des premières fois où on vous parle de bactéries capables de fixer l'azote, en tout cas dans l'appareil végétatif de la culture. C'est de l'azote qui est non lessivable dans la plante. Donc ça, c'est en soi une réelle innovation, et il y a eu un travail de recherche sur la sélection de cette bactérie-là en amont. Le deuxième point, c'est que c'est un nouveau levier de la fertilisation. Considérez-le dans votre approche demain de la fertilisation. Évidemment, ça ne fait pas tout. C'est 30 unités. Mais c'est 30 unités aussi sur 333 grammes par hectare. Donc c'est un intérêt aussi logistique important à avoir en tête. Donc un levier intéressant pour sécuriser les pratiques de fertilisation de l'exploitation. Et c'est d'autant plus intéressant dans le contexte d'aujourd'hui du prix de l'azote, de la réglementation qui se met en place et des contraintes que vous pouvez avoir sur la fertilité. Et le dernier point, c'est le potentiel intérêt, dès lors que ces solutions seront fléchées dans les cahiers des charges de production, d'aller aussi chercher une part de certificat carbone pour accompagner vos changements de pratique. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a quelques petites questions avant que je repasse la main, enfin le micro plutôt? Non? Je vous ai assommé? Ah, quand même une question. Merci, monsieur. Quel est l'essentiel? Le prix? Ah, c'est toujours l'essentiel. Le prix fluctue globalement entre 38 et 40 euros de l'hectare. Voilà. Je vous donne une plage de manière à rester, mais voilà, vous avez à peu près entre 38 et 40 euros le prix du marché. Donc si vous faites effectivement, c'était peut-être l'objet de votre question, la réflexion par rapport au potentiel de fixation unité, voilà, vous avez un coût de l'unité un petit peu au-delà d'1 euro, mais qui est globalement effectivement dans le marché ou en dessous du marché aujourd'hui, tout du moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas économiques, peut-être techniques? Non?
Non, c'est ce que je vous disais, c'est l'avantage qu'on a, c'est que le potentiel d'unité fixé pour la plante grâce à la bactérie n'est pas comptabilisé dans le plan de fumure azoté. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais, je te dis le terme de bonus, c'est que c'est vraiment un bonus finalement de fertilisation qui n'est pas compté et qui n'est pas à inscrire. On est dans la catégorie des matières fertilisantes, mais vous n'avez pas cette obligation de renseigner cette fertilisation-là dans vos guides d'épandage. L'azote qui est dans l'air, il y a naturellement 72% ou 74% d'azote dans l'air, pour être très précis. C'est ce qu'on respire tous les jours. Il vient d'où C'est une bonne question. Je ne me suis pas posé la question, mais en tout cas, il y en a 72%. Ouais. Oui, enfin, sur la planète, on respire à peu près tous la même chose. Plus ou moins proprement, mais à peu près la même chose. Ouais. Ouais. Bah, en fait, le résultat, il est variable quand même selon la culture, je vous le disais. Et il est variable aussi selon les températures. C'est-à-dire que on sait que c'est une bactérie, c'est un produit vivant, et donc la colonisation, elle va se faire plus ou moins bien en fonction de l'hygrométrie, en fonction de la température. Donc il peut y avoir des régions, notamment des régions très froides, dans lesquelles la dynamique de colonisation est un peu moins bonne. Voilà, c'est pour ça qu'on encadre les applications pour bien viser cette colonisation de la plante. Ouais. Pour du blé, la recommandation, c'est à partir des pieds 1 cm. Mais ce qui est vraiment important, c'est de viser les températures. C'est-à-dire dès que vous avez des créneaux de température et des moyennes journalières à plus de 10 degrés, vous pouvez y aller. Si ça fluctue, s'il y a des risques de gelée, il vaut mieux temporiser et vous pouvez intervenir à 1 nœud, 2 nœuds. L'an dernier, on était plutôt sur des applications entre 1 et 2 nœuds, globalement. Voilà. Il peut y avoir des gelées. C'est aussi pour ça qu'on vous met... Alors, s'il y a une gelée qui arrive 7 jours après l'application, c'est pas un problème. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'éviter que la gelée intervienne 1, 2, 3 jours après l'application. D'où l'outil Top Traitement qu'on vous met à disposition pour viser les bonnes plages d'appli. On a des listes de compatibilité, c'est-à-dire qu'on vérifie que le produit que vous mélangez dans la cuve ne va pas détruire la bactérie avant qu'elle soit arrivée sur la feuille. Il y a des fongicides incompatibles, il y en a qui le sont, donc et il y en a pour lesquels on n'a pas encore la réponse et qu'on travaille à tester. Ben, merci à tous. Ah, pardon, une question encore. Et Frienne, alors, merci pour la question, effectivement. Donc sur ce créneau, je vous parlais du nouveau levier de fertilisation qui sont les bactéries symbiotiques. Vous avez différents types de bactéries. Vous avez les bactéries du sol, c'est-à-dire des bactéries qu'on applique au sol et qui ont vocation à coloniser finalement la rhizosphère et faire aussi ce travail de transformation du N2 en NH4+, mais elles le font au niveau du sol. Et vous avez les bactéries qu'on appelle endophytes, les bactéries qui colonisent la feuille. Friensan azotobacter, c'est une bactérie du sol qu'on applique sur le sol pour coloniser la rhizosphère. Et en l'occurrence Utrichène, c'est une bactérie foliaire qu'on applique par pulvérisation foliaire et qui fixe l'azote directement dans les feuilles. Il y a les avantages et les inconvénients dans l'une ou l'autre. Un des inconvénients principaux des bactéries du sol de manière générale, des azotobactères, c'est que l'azote qu'elles transforment dans le sol, ensuite il faut encore qu'il soit absorbé par la culture. Donc il y a, je dirais, une étape supplémentaire et il y a un lien un peu moins direct avec l'utilisation par la plante. Mais on est sur le même profil de bactéries et le même objectif au final. Eh bien, merci à tous.